tous les puits de notre bureau à Cusco. Le représentant sont ici avec nous aujourd'hui. Mais maintenant, c'est le moment de vous présenter les consortiums BioFood. Mario Anaya, qui est francophone, péruvien, franco-péruvien, qui depuis la ville impériale de Cusco va nous faire une présentation, va nous faire un voyage, parce que sera une connexion directe avec la ville de Cusco. Allez-y, Mario, je te laisse la parole. Madame, Monsieur, bonjour. Comme l'a dit Rosario, je m'appelle Mario Naya. Je vous parle depuis Urubamba. Urubamba, au cœur de la vallée sacrée des Incas, un peu au-dessus de Machu Picchu. Et je vous parle en représentation du consortium BioFoods Cusco, qui se trouve, comme vous le voyez sur la carte du Pérou, là, au sud-est du Pérou. Et donc, vous voyez à peu près là où nous nous situons. Voilà, donc ici, vous pouvez voir, si tu peux laisser cette carte une minute. En fait, regardez, nous sommes un pays qui est quasiment sur l'équateur. Vous voyez que le nord du Pérou est pratiquement à la hauteur de Quito. Donc, on est quasiment sur l'équateur. Et on va jusqu'au 16e degré au sud. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que toute l'année, on va avoir, par exemple, au nord du Pérou, quasiment entre 11 à 12 heures d'ensoleillement. Et les plantes vont travailler un peu plus longtemps pour produire différents principes actifs qu'on a sur notre territoire. Si on voit la latitude, en plus de l'altitude, on a des vallées où on est à 1500 mètres sur la partie basse et sur la partie haute, on est autour de 6000 mètres. On va avoir donc dans une vallée, par exemple, près de Choquequirao, près de Machu Picchu, on va avoir, par exemple, en bas du Caroubier, on pourra avoir à 2500 mètres de la Marante, à 3500 mètres du Quinoa, à 4400, on pourra avoir du Maca. Donc, on va avoir différents produits qui vont pouvoir se donner sur ce territoire. On a très peu de territoire qui est agricole, mais on a un territoire très riche par ses principes actifs. Donc, comme je disais, latitude, altitude et troisièmement, les courants marins. Donc, on a 84 zones de vie sur 117 au Pérou. On a 26 microclimats sur 32, ce qui explique une extrême richesse en termes de produits disponibles à proposer et à partager donc d'abord avec notre territoire et ensuite avec le monde. Si on peut aller, s'il te plaît, à la diapositive suivante. Donc là, vous pouvez voir, nous avons ici les 4 usines. Donc là, vous avez Cusco, Urubamba, c'est là où je vous parle, c'est donc la vallée sacrée des Incas. À Urubamba, cette usine travaille surtout tout ce qui sont des barres énergétiques, des gâteaux, du muesli. Elle travaille avec à peu près 560 producteurs, 420 producteurs d'ici de la vallée et 140 producteurs de la région de Puno, à côté du lac Titicaca. Vous avez l'usine de Pucyura qui travaille tout ce qui sont des farines et des flocons, surtout, de différentes graines andines, du quinoa, de l'amarante, du caniwa, du maïs violet. Vous avez l'usine de Surité qui travaille tout ce qui sont les déshydratés, autant des fruits déshydratés, des tubercules déshydratés, des végétaux, de la biodiversité native du Pérou qui sont déshydratés, également des herbes pour des infusions et autres. Et finalement, à Colquemarca, nous avons une usine qui est juste en train d'être inaugurée, qui travaille avec 55 producteurs de quinoa, de chia, d'amarante, et donc avec toute une production bio de graines andines. Donc, ce sont les 4 usines qui forment ce consortium depuis maintenant 4 ans. Et on travaille main dans la main pour essayer de faire parvenir cette offre avec beaucoup de familles qui sont derrière nous vers l'Europe, vers le Japon, vers les États-Unis aussi, en essayant d'avoir cette traçabilité dont on a parlé. Si on peut aller, voilà. Alors, nous avons, donc dans la vallée sacrée, on travaille avec des différents projets avec les producteurs. Je vous ai parlé des producteurs de quinoa. Dans la zone de Pomacanchi, qui était dans la carte précédente, on travaille avec un projet qui est soutenu par une ONG en France qui s'appelle l'Association Croyana, qui est avec l'Agence française des microprojets. Et on travaille un projet qui s'appelle EcoCuenca. EcoCuenca, c'est un projet qui essaye de travailler dans la traçabilité
la production bio à tous les étages écologiques. Non, pour créer une culture de la production soutenable et la production bio à tous les étages écologiques. En haut, nous travaillons par exemple à 4100 mètres, là où on se trouve, des pommes de terre violettes, tout comme le maïs violet. Ce sont des pommes de terre avec un niveau très élevé de fer. Et donc, ces pommes de terre violettes, et donc, qui aident à lutter aussi au niveau local contre l'anémie. On pourrait dire que ces pommes de terre sont quasiment des superfoods. Donc, il y a différentes pommes de terre avec différentes qualités. Donc là, on est à 4100 mètres. Il y a 3 hectares qui ont été semés cette année pour commencer. Et donc, c'est le début d'un projet. Et donc, dans les années suivantes, on va continuer pour avoir des pommes de terre bio, pour à partir de ces pommes de terre, pouvoir travailler des farines sans gluten qui pourront servir pour différents types d'applications. Ça, c'est donc à 4100 mètres. Si on continue, là, on est à peu près à 3400 mètres. On est avec des producteurs de quinoa. Et donc, on a semé à cet étage-là du quinoa, de l'amarante surtout. Non, donc, toujours dans la même communauté. On travaille avec 6 communautés sur ce bassin versant. On est près d'un site qui s'appelle Huayrapucara. Huayrapucara est très intéressant parce que c'est, comme il y a Machu Picchu qui est très connu, on a d'autres cités très impressionnantes au niveau des paysages, comme Choquequirao, qui est le deuxième bassin versant où on travaille, et Huayrapucara qui est ici. La première fois où j'ai été dans ce bassin versant pour voir les niveaux de production, j'ai vu des niveaux d'anémie autour de 98% d'anémie et de dénutrition chronique. Donc, l'idée de travailler avec ces projets, c'est à la fois de pouvoir dépasser les problèmes d'insécurité alimentaire et deuxièmement, de pouvoir créer une culture du soutenable et du bio qui permettent de créer des revenus également. Donc, non seulement on travaille au niveau environnemental et au niveau social, mais également donc, au niveau de l'articulation économique de ces familles pour qu'elles aient plus d'opportunités. Troisièmement, si on voit la troisième photo, donc sur la partie basse, on est autour de 2900 mètres. Et là, on travaille des piments, différents piments. On travaille du physalis. Vous savez que le nom du physalis, que vous connaissez en français comme physalis, c'est Physalis peruviana. C'est donc un fruit qui existait dans les jardins de l'Inca. On le retrouve à Machu Picchu. On travaille des tomates et tout donc on est dans une philosophie de certification bio et de diversification des cultures pour ne pas être dans de la monoculture, mais dans du divers. Non, voilà. Donc ça, c'est pour donc ce projet Ecocuenca. Ici, on voit l'usine de Pucura, donc qui compte avec HACCP, avec plusieurs ISO, qui n'a pas actuellement le BRC, mais il n'y a aucun problème. Elle remplit toutes les conditions pour accéder au BRC. Donc, vous avez différentes images de cette usine donc, qui est importante. Voilà, donc avec son équipe qui travaille avec tous les protocoles de sécurité dans le contexte actuel et qui travaille depuis des années en fournissant les programmes pour les écoles ici au Pérou, donc qui remplit les plus hauts niveaux de qualité au niveau de ce qui est requis en industrie. Voilà. Donc maintenant, nous avons ici quelques photos de la vallée sacrée, de la zone donc, où je me trouve ici dans l'usine. Donc, on voit les différents champs après les récoltes à droite. On voit donc au milieu différentes récoltes et bon, on voit ici différents paysages. Donc, on va continuer. On va vous montrer cette usine. Bon, là, on voit, écoutez, ici à gauche, ce sont du lupin, le lupin qui est cultivé ici depuis le 5e siècle, au moins, les traces les plus anciennes qu'on a, les cultures Nazca, dont vous avez certainement entendu parler, Tiahuanaco cultivé. On voit qu'on est dans une région pleine de cultures. Partout, on fait 10-20 km à pied et on retrouve des traces de présence Inca et pré-Inca. Regardez ici ce que je vous disais. Si vous regardez la troisième photo en haut, vous allez voir différentes sortes de pommes de terre avec différents pigments. Aujourd'hui, ça peut même vous étonner. On fait un excellent vin à partir, non pas de pommes de terre, mais d'un autre tubercule qui s'appelle la oca. Et donc, c'est les mêmes personnes qui travaillent avec tous ces pigments. Regardez les pommes de terre violettes, roses. Donc, on a dedans de la lutéine, on a des anthocyanines, différents types d'antioxydants
qui en font non seulement des pommes de terre, c'est des superfoods, c'est des pommes de terre qui ne poussent pas au-dessous de 3500 mètres, 3200 mètres d'altitude. Regardez les maïs aussi, on en a plus de 70 variétés au Pérou, et donc on a différents types de pigments et différents types de qualités. Il y en a qui vont servir plus pour bouillir, d'autres qui vont servir plus pour faire des snacks et autres. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc on a ici une liste. Donc, on a le quinoa, dans l'amarante, le caniwa et le maïs violet, le chia, donc parmi les graines, qu'on va avoir en graines, en farine, en flocons. C'est ce qu'offre actuellement donc, le consortium. Nous avons parmi les superfoods également les tubercules de maca, le maca qui est connu un petit peu maintenant en France dans des supermarchés bio. Le lucuma qui est un fruit qui est excellent parce que le lucuma, il peut être consommé par des personnes diabétiques. Il ne fait pas bouger l'indice hypoglycémique. Le yacon, qui en français a reçu le nom de poire de terre, même s'il n'est pas très connu. Donc ce yacon, c'est un tubercule, c'est un tubercule sucré, mais qui a un sucre qu'on appelle le fructuo-oligosaccharide. Ce fructuo-oligosaccharide est un sucre qui n'est pas métabolisé par le corps. Donc il va transiter par le corps et il va avoir un effet de catalyseur en favorisant toute la flore intestinale. Le physalis, qu'on appelle ici aguaymanto. Aguaymanto, en quechua, c'est un peu le poncho tissé, parce que c'est un fruit qui est donc son poncho tissé au-dessus du fruit. Le sachainchi, qu'on propose en huile et en poudre. Donc en huile, cette huile a reçu en 2004, en 2006 des prix au niveau du concours mondial des huiles en tant que meilleure huile au monde. Il a reçu des prix au CIAL, des prix au… attention à votre micro, Galaxy S8, excusez-moi. Donc, il a reçu des prix aussi donc, au CIAL, à la Nougat, non et la poudre qui ne se vend pas actuellement en France, mais qui se vend en Suisse. Donc, la poudre de Sachainchi, qui est une des meilleures protéines qu'il puisse avoir au monde. Vous avez à peu près 62-63% de protéines. Vous avez tous les acides aminés essentiels dedans. On a le camu camu intégral, donc qui a 60 fois plus de vitamine C que l'orange, en gros. Hein, donc, on peut utiliser en plusieurs applications. L'ongle de chat, qui a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme une des principales contributions du Pérou ou de l'Amazonie, en réalité, donc à l'humanité. Elle travaille tout le système immunitaire, entre autres. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont été traités après Tchernobyl, parmi les Ukrainiens et les Russes, avec des dérivés d'ongles de chat, donc, où on travaille, donc, comme je dis, beaucoup le système immunitaire. Le sel de Maras qui est très intéressant parce que si on va dans la formation des Andes, qui est entre 4 à 10 millions d'années, le sel qui était avant marin s'est retrouvé attrapé dessous et puis peu à peu avec le temps il a perdu du sodium. Donc si vous voyez un sel marin à peu près il a 40% de sodium, un sel marin. Le sel de l'Himalaya, vous avez 39% de sodium. Le sel d'Atacama, par exemple au Chili, a 37% de sodium. Le sel de Maras a 30% de sodium. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ce sel, en fait, avec plus de sodium, le cœur doit faire plus d'efforts et donc ça le fatigue plus, ça le fait vieillir plus. Donc, c'est meilleur pour la santé parce que le cœur va faire moins d'efforts en consommant ce sel, tout en salant aussi bien que les autres types de sel. C'est pour ça que c'est bon pour la santé. Ensuite, nous avons différents produits finis, donc que je vais vous partager tout à l'heure, entre barres énergétiques, muesli, légumes et fruits déshydratés. Donc voilà, en gros, je vais laisser la parole donc à mon collègue qui est donc dans l'usine. Jorge, ¿escuchas? Si puedes compartir tu pantalla, por favor. Bon, voilà, donc je vous présente mon collègue du consortium, Jorge Cereceda. Donc, il est devant l'usine, il va nous montrer, il va nous partager son usine. Ahí les muestro el entorno Mario tal cual lo he practicado. Ya, perfecto.
Donc là, il nous montre, donc ça c'est l'usine. Et là, regardez donc où on se trouve. Voilà la vallée sacrée, derrière le glacier du Chiconde, qui ne se voit pas très bien là avec les nuages. Mais donc nous sommes en plein au milieu de la vallée sacrée. Gracias, Jorge. A ver si nos, là, c'est là où ils sèchent différents maïs et pommes de terre pour conserver. A ver, por favor, si nos puedes compartir la fábrica. Donc, cette usine, elle a été dans la vallée sacrée, comme nous sommes dans une zone touristique. Elle a été conçue pour faire du tourisme gastronomique aussi, pour recevoir du tourisme gastronomique. C'est-à-dire à la fois pouvoir remplir toutes les conditions d'innocuité requises en termes de standards, mais à la fois qu'elle puisse être visitée sans fragiliser les conditions qui sont requises pour avoir l'innocuité en usine. Non, donc, il va nous montrer un petit morceau de l'usine. Donc, on a ici, par exemple, la salle avec les matières premières. Donc là, on voit le dépôt hein, où viennent toutes les matières premières. Donc, entonces, si nos muestras, voilà. Donc ici sont stockées toutes les matières premières qu'il utilise dans ce cas-là pour faire des barres énergétiques, des gâteaux, du muesli et autres. Donc, avec toutes les conditions. Il utilise ici, par exemple, du poivre rose, de la mounia, différents produits naturels pour pouvoir aseptiser contre différents insectes et autres qu'il peut avoir, au lieu d'utiliser des produits chimiques, puisqu'on est dans une optique bio, donc on utilise des produits naturels, comme au temps des Incas, puisque c'était des produits qui étaient déjà utilisés au temps des Incas. Donc, comme je vous disais, ce sont des salles qui sont conçues pour pouvoir être vues par les visiteurs. Donc, ils ont chacune des vitrines. Donc là, c'est aussi des produits semi-finis hein, qui viennent rentrer dans le processus. Ici, voilà, donc, si l'usine a tous les moyens pour tout automatiser, pour privilégier l'emploi, ils préfèrent travailler tout artisanalement et tout est fait à la main. Et donc, il y a plusieurs personnes et il y a une approche de genre. La majorité des personnes qui travaillent dans l'usine sont des femmes. Et donc, c'est très important aussi tous les aspects sociaux, les aspects de durabilité qui sont travaillés dans l'usine. Donc, vous voyez, donc, tout est travaillé ici. Les barres énergétiques, le muesli, on a les fours. Et comme je vous disais, donc, si on a les conditions d'innocuité à l'intérieur, les visiteurs peuvent venir pour découvrir également tous ces processus et comment tout est fait de façon transparente avec traçabilité. Voilà. Et finalement, donc ici, nous découvrons la salle où il y a les produits finis, donc déjà prêts au départ pour la France, pour la Suisse, entre autres, où nous espérons être, là, nous avons Carlos Nissen qui est ici, de Alpampa, et donc qui est notre importateur là en France. Il va nous aider à nationaliser nos produits là-bas pour pouvoir, depuis la France, parvenir partout où vous êtes. Donc, vous voyez, on a différents types de produits, des sirops, des mueslis, des différents flocons. Voilà, on voit les températures, il nous montre les températures. Une des choses qui est importante dans notre consortium, je vous montrerai tout à l'heure, c'est que donc on travaille beaucoup sur l'adaptation des produits au sur-mesure. Hein. Donc, par exemple, si on travaille avec certains, on peut travailler avec du miel de yacon, d'autres avec d'autres différents types de produits. On peut s'adapter aux besoins que vous auriez chacun. Voilà. Bueno. Très bien. Donc, il nous montre qu'il y a diversité de produits dans cette usine. Et donc, on est 4 usines et on a donc beaucoup d'usines. Non, enfin, on a beaucoup de diversité entre les 4 usines. Donc, je vais. Voilà. Je reviens vers vous avec mon téléphone. Excusez-moi. Je voulais vous montrer les produits. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc on a ici donc différents types de graines. Hein. Nous avons ici du chia, du quinoa rouge, du quinoa blanc et du quinoa noir. Donc, nous avons aussi du quinoa tricouleur.
On a une capacité actuellement à peu près en graines, au minimum de 100 tonnes par an, donc dans les différents types de graines. Et donc, ces types de graines, on va les travailler d'abord donc en quinoa, en graines en soie, et ensuite, on va les travailler avec en flocons également. Donc, on a ici des flocons d'amarante, kiwicha. La kiwicha, ça vient à l'origine du Pérou, mais ça a été connu d'abord au Mexique par les Espagnols. Donc, ça a pris le nom nahuatl qui est amarantol et non le nom quechua qui était kiwicha, non? Donc, on a ici aussi des flocons, par exemple, de quinoa avec du maca. Donc, nous avons également des farines, par exemple. Alors, on va avoir de farines de quinoa, de caniwa. La caniwa, c'est un cousin du quinoa, qui a de grandes qualités également. Comme on a le Chenopodium quinoa, on a le Chenopodium pallidale, qui est le caniwa, l'amarante. Alors, après, ces graines qui sont le quinoa, le caniwa, le chia, le maïs violet, nous avons également, donc, sur les parties des tubercules et des fruits, on va avoir le maca, je vous ai dit, le yacon, le lucuma, dans la partie, le physalis, dans la partie andine. Et dans la partie amazonienne, nous allons avoir le sachainchi, le camu-camu. Et ici, donc, je vous avais parlé de l'ongle de chat. Donc, nous avons ici l'ongle de chat. Nous n'avons pas mis tous les sachets parce qu'on a une quarantaine de produits à peu près. Donc, une fois qu'on a travaillé tous ces superfoods, donc je vous parle et qui ont tous des principes actifs très importants, et donc je pourrais vous détailler après si vous avez plus de questions. Donc, on travaille des produits un petit peu plus élaborés. Donc là, par exemple, nous avons des muesli andins, donc avec différents traits. Ici, on a du physalis, des arándanos. Les arándanos qui en France, c'est quoi? C'est les framboises, je crois. Bon, je vais me rappeler tout de suite les arándanos. Nous avons ici différents types de gâteaux qui sont travaillés tout naturellement, sans additifs. Ah oui, les myrtilles. Merci, Carlos. Donc, oui, sur le muesli, on a donc des physalis, des myrtilles. Donc, nous avons ici, donc, comme je vous disais, des gâteaux. Nous avons également, regardez, donc, différents types de granolas. Nous avons ici des flocons. Et donc, qui vont être, nous travaillons donc avec du miel, mais on peut, comme je vous dis, ou comme les barres énergétiques, on peut également les travailler avec, aux besoins de chacun et aux différents types de régimes qui vont être ciblés par nos partenaires avec lesquels nous pouvons travailler en France et en Suisse. Non ? Par ailleurs, donc ici, donc là, très important, donc ça c'est le sirop de yacon dont je vous ai parlé. Ce sirop a donc, comme je vous disais, ce fruit est un fruit qui a de grande qualité en termes de prébiotiques. Il va renforcer toute la flore intestinale. Et il a un sucre, comme je disais, qui est le fructooligosaccharides, qui a un pouvoir édulcorant à peu près qui est la moitié de celui du sucre. Donc, il est bien sucré. Mais c'est un sucre qui n'est pas métabolisé par le corps et donc qui peut être consommé même par des personnes diabétiques. Donc ici, nous avons également donc, le maïs chulpi, c'est un type de maïs qui est ici typique de Cusco et qu'on peut manger en snack. Nous avons ensuite différents, comme je vous avais dit, produits déshydratés. Donc ici, nous avons par exemple des mangues, nous avons des myrtilles, nous avons de l'ananas. À savoir, par exemple, ici à Cusco, on produit. Vous savez qu'à Cusco, nous avons 2 vallées plus loin, donc tout près à vol d'oiseau, on doit être à une quarantaine de kilomètres, pas plus. Nous avons le parc national du Manu. Et le parc national du Manu est considéré comme, par l'UNESCO comme une biosphère de la planète et l'endroit avec le plus de biodiversité de la planète. Non donc, dans les zones d'amortissement du parc du Manu, qui fait 1 700 000 hectares, et qui est complètement coupé du monde actuel, on va dire, on travaille différents types de produits comme l'ananas. Et l'ananas, donc, c'est une très bonne qualité d'ananas. On produit, comme je disais, 50 000 tonnes par an
d'ananas à Cusco. Et voilà, donc il y a des bananes, entre autres, là on voit les physalis. Donc on a essayé de faire des choses un peu différentes. Par exemple, ici vous voyez, nous avons différents fruits déshydratés. Donc on a des fruits non, avec des herbes locales. Par exemple, on a la mounia sur l'ananas, là qu'on voit, et cette mounia a un effet expectorant, non? Et donc, on sent les fruits avec beaucoup plus de force. On a également fait des mélanges. Moi-même, je suis végétarien, donc j'ai essayé de voir dans l'innovation un peu là-dessus. On travaille avec des fruits, des légumes locaux. Par exemple, des algues andines qu'on appelle dans le centre du Pérou cuchuro, et ici dans la zone sud on appelle yuyucha, et qui ont beaucoup de protéines avec donc des piments locaux, des poivrons, et donc qui permettent d'avoir des snacks. Ce sont des snacks qu'on peut consommer, donc en snack, ou on peut également les utiliser sur des pâtes, par exemple. Hein, si vous pouvez les utiliser. Donc on a 5 types de snacks comme ça en légumes. On a notamment des pleurotes avec des tomates cerises dans de l'huile de sachainchi, non, déshydratée. On a des pleurotes avec à l'ail, avec de l'huile d'olive et quelques herbes andines, donc aussi qui sont travaillées. Nous avons donc ces fruits déshydratés que je vous disais, non, et puis ces légumes. Finalement, nous avons également, j'avais vu une question au passage là, quand je parlais. Regardez, ça, ce sont nos sels de Maras. Hein. Donc, par exemple, ici, pour ceux qui aiment le piquant, nous avons, je ne sais pas si ça se voit bien, voilà, nous avons ici donc non, ça c'est pas, ça c'est l'anticuchera. Donc, l'anticuchera, comme vous avez des brochettes en France, ici on utilise typiquement dans les rues du Pérou, on mange du cœur de bœuf, par exemple, avec certains goûts. Et donc ça, ce sel de Maras, il a été infusé avec différentes, pour être aromatisé, avec différentes herbes andines pour pouvoir faire ça, ce qui va nous donner, par exemple ici, regardez celui-là, il a du piment achicharapita, c'est du piment de l'Amazonie, il a du piment mochero qui est de la côte, et de l'ajilimo qui pousse dans les vallées interandines. Donc il y a les 3 régions du Pérou qui sont concentrées avec ce sel de Maras, donc avec les qualités que je vous ai dit, moins de sodium. Ce sont des sels gourmets, hein, et avec différentes herbes. Ici, vous pouvez voir par exemple la cevichera pour le poisson. Hein. Regardez, donc vous avez ici différents types de poivres. On voit en rouge un peu le poivre rose. Regardez ici, on a par exemple, oui, c'est celui-là, la parrillera. On a 4 poivres. On a les poivres noirs, les poivres roses. Donc, on a différents mélanges. Ici, regardez, on a c'est ce qu'on appelle le mélange indo-péruvien parce qu'on a du gingembre, du curcuma et du roucou hein, qui est utilisé dans l'Amazonie depuis la nuit des temps pour teindre différents tissages, mais également les lèvres, des tissages, enfin, des dessins sur la figure et autres. Hein. Voilà, donc on a 4 sels. Et ici, nous avons un produit qui est intéressant. C'est je ne sais pas si vous connaissez au Japon le furikake. Le furikake est un mélange d'espèces qui est utilisé pour mettre sur le riz, sur les pâtes et autres. Donc nous, on a fait un furikake andin. Et donc le furikake va donner de la couleur, tout comme les sels, il va donner de la couleur, il va donner des principes actifs et il va donner du goût donc à nos aliments. Là-dedans, nous avons des graines de sésame, nous avons des citrouilles déshydratées et nous avons également du cuchuro ou de yuyucha, donc des algues andines, et également du feuille de quinoa. Donc, on utilise des produits qui normalement ne sont pas utilisés. On les récupère là. Donc, on utilise beaucoup à l'innovation. Nous n'avons pas encore là sur cette table quelque chose de très important, qui sont les infusions, mais qu'on espère vous emmener donc en septembre. Nous sommes en train de travailler sur le développement de 2 lignes d'infusion. Des infusions, d'une part, qui sont plus des mélanges gourmets, aromatiques, hein, et donc, ça, c'est une première ligne avec différentes plantes, par exemple avec de la mounia, qui est une sorte de thym andin, quand je vous ai parlé, qui est très bon. Mais également, on travaille sur une deuxième ligne
comme dans la médecine ayurvédique ou dans le taoïsme, on parle de plantes chaudes et de plantes froides. Dans les Andes, on parle également de plantes fraîches et de plantes un peu caloriques. Donc, si par exemple, voulez-vous guérir, disons, du foie, donc on dit cette plante est bonne pour le foie, mais cette plante est fraîche. Donc, pour ne pas bouger la température qu'on a, on va avoir une plante fraîche avec une plante calorique, de sorte à équilibrer la température et de sorte à que cette guérison se fasse selon la médecine traditionnelle andine, en gardant un certain équilibre. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Grâce à la sagesse des anciens Péruviens et à la générosité de cette terre, le Pérou donne au monde des super aliments. Des produits naturels, sains et idéaux pour une bonne nutrition. Notre Terre compte 28 climats qui existent sur la planète. 84 des 103 zones écologiques. C'est pourquoi nous avons domestiqué plus de 4500 espèces natives. Nous avons fait des nôtres ce qui est venu d'autres extrémités de la Terre. Ces caractéristiques font du Pérou un des pays avec la meilleure agrodiversité. Dans les champs fertiles péruviens, dans ses vallées, ses montagnes, son Amazonie ou encore ses déserts, grandissent en harmonie avec l'environnement mangue, avocat, myrtille, légumes, grains, céréales, cacao et des plantes qui constituent un trésor alimentaire pour l'humanité. Aujourd'hui, les techniques agricoles modernes permettent la traçabilité de leur chaîne de production, en respectant les certifications de qualité et de sécurité exigées par le marché international. Ainsi, les exportations continuent de croître durablement. Des nouvelles saveurs et techniques, une meilleure nourriture, c'est ce que recherche le marché mondial. Les investissements étrangers se sont concentrés sur l'agro-industrie locale. Superfoods Pérou.